Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette présentation où on va parler de migration TypeScript. Je me présente, je m'appelle Grégory, je travaille en tant que développeur chez Swile. Si vous ne connaissez pas Swile, on propose une solution qui regroupe tous les avantages des salariés dans une carte et une application. À la base, on vient du titre restaurant, mais on propose aussi du chèque cadeau, de la mobilité, récemment tout ce qui va être les frais professionnels liés au voyage, la réservation de billets de train et d'hôtel. Donc vraiment, on regroupe tous les avantages des salariés, la super app des employés, c'est comme ça qu'on se définit, et on recrute des personnes sur la stack Node, Ruby et sur la partie front-end. Je suis aussi cofondateur de Range.js. Dans le monde d'avant Covid, on faisait des talks réguliers, moins depuis. Mais si vous avez envie de parler de JavaScript, de TypeScript, n'hésitez pas à nous pinguer, on est très motivés pour relancer tout ça. J'aime beaucoup TypeScript et vous pouvez me suivre sur Twitter. Avant de démarrer, qui ne fait pas du tout de TypeScript? Okay. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont un projet qui se posent la question de migrer ou d'intégrer TypeScript sur leur projet? Ok, on a quelques-uns. Donc petit rappel, TypeScript c'est pas mal de choses, on peut qualifier ça de chaîne d'outils. C'est à la fois un langage, donc un surensemble de JavaScript, un type system, donc ça va être l'ensemble des outils, donc en gros des types qui vont vous permettre de garantir la cohérence de vos types dans votre application. C'est aussi un compiler et un transpiler, c'est-à-dire que c'est capable de prendre votre code TypeScript et d'en faire du JavaScript. Et c'est aussi un linter, parce qu'il n'y a pas seulement que des règles de type safety dans TypeScript, ça peut aussi détecter quand vous avez des variables inutilisées, quand vous avez du code qui est unreachable. Donc il y a une petite superposition avec des outils comme ESLint. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses. Pourquoi utiliser TypeScript? C'est quoi les avantages? Le premier, selon moi, c'est vraiment l'expérience de développement. Quand on a une base de code en TypeScript, c'est beaucoup plus simple de naviguer dedans. Les fonctions ont des types, on comprend ce qu'elles attendent et c'est assez confortable. Bien sûr, la type safety, c'est-à-dire que ça va vous prévenir des typos si jamais vous appelez une fonction avec des mauvais paramètres. Et at scale, pour les refactoring, c'est aussi bien utile. C'est un outil TypeScript qui permet l'adoption incrémentale. Il faut savoir qu'à l'époque, ça a été développé par Microsoft dans le but de rendre les codes-based JavaScript scalables. Donc, dans l'ADN de TypeScript, il y a le fait d'avoir une adoption incrémentale. Et enfin, je mets l'écosystème. Ce n'était pas une des forces de TypeScript au début, mais maintenant, c'est un outil qui est massivement adopté par l'industrie, beaucoup de librairies Angular, Vue sont écrites en TypeScript. Côté backend, on a Nest qui supporte vraiment bien, qui est écrit en TypeScript. Donc maintenant, on a un écosystème solide. Il y a beaucoup de librairies, même écrites en JS, qui proposent des définitions de type. Quand on parle d'adoption graduelle, qu'est-ce que ça veut dire? L'adoption graduelle, c'est partant d'une fonction, ici, d'un code JavaScript. Alors ça, c'est du JS, vous pouvez l'évaluer, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que ça va crasher au runtime. TypeScript va pouvoir nous aider, premièrement, en checkant le JS. Alors, vous connaissez peut-être ou peut-être pas cette fonctionnalité-là. Vous pouvez ajouter une annotation tout en haut de votre fichier, tscheck, et il va faire les checks de base. Et ici, il va vous dire, là, dans ton code, visiblement, il y a un problème. La variable O2R, je ne trouve pas sa définition. Il y a probablement une erreur. Et là, il va vous dire, attention, cannot find name O2R, et vous allez pouvoir corriger. Ça, c'est quelque chose d'assez basique. Il y a des linters qui proposent ça, mais TypeScript le propose de base. L'adoption, donc ça c'est la première partie, vous gardez votre base de code, vous commencez juste à la checker. Ensuite, vous allez pouvoir introduire des annotations via de la JSDoc. Donc la JSDoc, c'est cette syntaxe qui a un commentaire enrichi. Vous avez un certain nombre de mots-clés, @param. Dans les crochets, vous décrivez un type TypeScript, et à la fin des crochets, le nom du paramètre. Et TypeScript va être capable de lire ces annotations JSDoc et de proposer du coup un type checking sur cette partie-là. Ici, vous voyez, array, on lui explique qu'en fait, notre fonction, ce qu'on veut, c'est un tableau de quelque chose. Donc any, ça représente n'importe quelle valeur du type system. Et il va nous dire, attention, dans le tableau, il n'existe pas de fonction trim, donc on va avoir une erreur. Ça va nous permettre d'avancer là-dessus. Et enfin, l'étape finale, ça va être de migrer le code non plus en JS mais en TS et de pouvoir bénéficier donc, dans le langage directement des annotations de type. Ici, on a remplacé la JSDoc par directement, vous voyez ici, l'annotation de type tableau de string. Donc on est plus précis. C'est comme ça que TypeScript
peut permettre une adoption incrémentale, et c'est quelque chose d'assez intéressant. On n'est pas obligé de réécrire toute la base de code en une fois. Je vais vous parler ici, on va définir le scope un petit peu plus précis. J'ai rejoint Swile en mars 2021 dans une tribe qui s'occupe des affiliés. Les affiliés, ce sont les personnes qui ont, les restaurateurs principalement, qui ont un contrat d'affiliation avec nous. Donc quand j'arrive dans la code base, sur la partie front-end, toutes les applications React sont écrites en TypeScript. Par contre, sur la partie back-end, toutes les applications sont écrites en JS. Et quand ça fait 5 ans que vous faites du TypeScript au quotidien, la première fois que vous devez contribuer à une code base JavaScript, vous vous sentez un peu comme ça. C'est assez compliqué, vous n'avez pas toutes vos habitudes. Mince, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait vraiment? Là, le paramètre n'est pas documenté. C'est une sensation qui est assez désagréable au début. Et donc, du coup, on est dans l'équipe, on est en mars 2021, on était 8. La majorité des développeurs ne connaissaient pas forcément TypeScript et ceux qui le connaissaient n'avaient pas forcément poussé fort pour l'intégrer. Commence à partir de cette période-là une phase de lobbying intense qui consiste à parler à tout le monde de quand est-ce qu'on migre en TypeScript. C'était lors des rétros principalement, et on commence à être dans l'équipe plusieurs personnes motivées par ça, et on arrive à convaincre. Donc là, on avait notre manager qui était assez motivé aussi pour pousser la migration TypeScript, mais mes collègues m'ont un peu vu comme ce gars relou qui vient vous parler de TypeScript un peu tout le temps, et ça a payé. On a globalement fini par convaincre l'ensemble de l'équipe de démarrer une migration TypeScript. Par où on commence? L'idée, c'est d'avoir une adoption, comme on l'a dit, incrémentale. On maintient dans l'équipe plusieurs microservices, plusieurs applications qui ont des complexités et des tailles de code différentes. Donc on va décider de démarrer et d'adopter des stratégies différentes en fonction de la taille de code des projets. Je vais vous parler de 3 projets. Le premier, c'est le projet Cashback, qui, au moment donné où j'arrive chez Swile, est en phase active de développement. C'est une petite code base, donc c'est une application express, et disons que ça a un peu moins de 2 mois d'ancienneté quand j'arrive. Il y a le projet principal qui s'appelle Affiliates, qui gère globalement l'ensemble du métier lié aux affiliés, la facturation, la partie gestion des transactions, cette partie-là, qui est plutôt, on va dire, une grosse base de code, mais qui a assez peu de développement. Enfin, un petit peu, mais ça reste ponctuel des développements. Et enfin, le dernier projet qui s'appelle le Loop, c'est un projet avec une base de code plutôt petite, enfin moyenne on va dire, et on fait assez peu de développement dessus. C'est la brique d'éligibilité qui permet de savoir quand vous payez avec votre carte Swile, où est-ce qu'on va débiter. Est-ce qu'on va débiter du titre restaurant? Est-ce qu'on va débiter du chèque cadeau? Est-ce qu'on va débiter de la mobilité? Donc c'est un microservice qui est dédié à ça. Donc je vais vous parler du premier projet, le projet Cashback. Donc faible criticité, le projet au moment où on arrive il est en phase de développement, il n'est pas encore en production, la base de code est relativement très récente, plutôt moderne, et il y a environ 16 000 lignes de code, de tests et sources compris. Quelle stratégie on adopte? Premièrement, on se dit, ok, on va ajouter la toolchain TypeScript et on va checker l'ensemble des fichiers JS. Ensuite, on va utiliser la JSDoc pour documenter nos sources, les paramètres qu'on utilise, les types qu'on utilise à l'intérieur de notre base de code. Puis on va activer le mode strict de TypeScript. TypeScript permet d'avoir des options qui fait qu'il est plus ou moins exigeant sur les types demandés. Et on parle aussi d'une migration de Mocha vers Jest. Donc Mocha et Jest, ce sont des test runners qu'on utilise sur la partie back-end. Pourquoi se pose cette question à un moment? Je vais y revenir par la suite. Et enfin, en dernière étape, on estime qu'on va finir par migrer les sources. Donc on commence par intégrer TypeScript, on fait en sorte d'avoir de la JSDoc tout en gardant une base de code JS, on migre les tests et enfin on migre les sources. Ça, c'est la stratégie qu'on adopte sur ce projet-là. Alors, quand on parle d'ajouter la toolchain TypeScript, qu'est-ce que c'est? TypeScript, c'est un outil qui s'installe via une dépendance NPM. Ici, vous pouvez être un yarn add dev TypeScript. Sur votre projet, vous avez accès à une ligne de commande qui s'appelle TSC. Vous faites un TSC-init, il va vous générer un fichier de config par défaut. Nous, on n'est pas parti du fichier de config par défaut, on est parti du fichier de config qui est déclaré ici. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi comme option?
La target. La target, c'est TypeScript, il va viser quelle version de ES dans sa représentation interne, donc de ES pour ECMAScript. Ici, ES 2022. Pourquoi ES 2022? Parce qu'en fait, au niveau de nos applications Node, on est sur du Node récent qui bénéficie de quasiment toutes les fonctionnalités de ES 2022. En termes de modules, on est sur du CommonJS. CommonJS, c'est quoi? C'est l'API qui permet de charger des modules en Node. Vous devez la connaître, c'est require et module export. Pourquoi c'est important? En fait, il existe deux syntaxes de modules en JavaScript, une plutôt héritée de l'écosystème Node et une seconde qui est standardisée qui s'appelle ESM pour ECMAScript Module. La troisième option, c'est celle qui va nous intéresser le plus ici, c'est l'option checkJS. Ça permet de dire à TypeScript, donc par défaut elle est à false, checkJS permet de dire à TypeScript, tu vas checker les fichiers JS sans avoir besoin de mettre la notation tscheck sur tous les fichiers. No emit, alors qu'est-ce que ça veut dire? Globalement, tu ne vas pas émettre tu ne vas pas essayer de transpiler le code, et donc là, cette option-là permet globalement de voir TypeScript seulement comme un type checker, mais pas comme un transpiler. On va lui demander juste de faire une partie de ce qu'il est capable de faire, le type checking. Strict à false, c'est on commence petit, on ne se met pas trop la pression, on va déjà voir dans la base de code, en mettant le flag strict à false, qu'il est capable de nous remonter comme erreur. Module résolution, c'est savoir comment le TypeScript va devoir résoudre les modules quand vous faites des requires. Donc là, le module resolution à Node, il va se baser sur la stratégie de résolution implémentée dans Node.js. Skip lib check, cette option-là, vous l'avez peut-être déjà vu passer, vous ne savez peut-être pas à quoi elle sert. À la base, ils n'avaient pas mis cette option-là à true dans TypeScript. Elle était false, c'est-à-dire que TypeScript, quand vous l'exécutez, il vérifiait le type checking des libs que vous utilisiez, et potentiellement, s'il y avait une erreur dans une lib, de typing dans une lib que vous utilisiez, votre projet ne compilait pas, et ça posait des vrais problèmes de comment patcher ça. Donc là, ils ont plutôt recommandé le fait de juste on type check nos sources à nous, et nos dépendances, on les type check pas directement, on leur fait confiance. Autre option qu'on utilise, le force consistent casing in filename, c'est juste vérifier que les noms des chemins de nos fichiers sont consistants par rapport à la manière dont on les importe. Donc, première PR, on fait ça. On fait la PR, ok. Donc, le lobbying a été intense parce que je suis arrivé le 1er mars et le 12, on commence déjà à mettre TypeScript, donc le lobbying a été intensif. Quand on active cette première PR, quand on active la toolchain, on a quand même des erreurs qui arrivent. Donc on va ajouter le strict minimum de JSDoc pour que ça passe. Et vu qu'on a rapidement une version de l'API qui fonctionne, donc de l'API du projet Cashback, qui fonctionne avec ce set minimum de règles, on décide d'activer TypeScript dans les checks de CI. C'est-à-dire que maintenant, une fois que cette PR sera mergée, aucun développeur ne pourra introduire d'erreurs minimalistes, d'erreurs de typing de base dans le code source. C'est une stratégie qui a été payante et qui a été possible aussi parce que la base de code était récente et relativement petite. Deuxième étape, activer les flags stricts. Donc ensuite, TypeScript propose tout un ensemble d'options où il va venir faire des checks différents. Alors, il y en a plusieurs ici. Quand vous activez strict à true, ça active cet ensemble-là. Donc, always strict, c'est vérifier que vous êtes bien dans un contexte use strict tout le temps. Pas d'implicit any, ça veut dire que quand une fonction ne prend pas de paramètres ou ne type pas son paramètre, par défaut, TypeScript dit c'est any. Ça pose un gros problème parce qu'en fait, any, c'est très bien pour de l'adoption incrémentale. Le problème, c'est que c'est un type qui est contaminant, dans le sens où n'importe quoi peut être any, et any rentre dans n'importe quoi, donc ça casse complètement votre type system. No implicit any, c'est une des options les plus importantes pour renforcer votre partie type checking. No implicit this, c'est notamment sur la partie classe, et après on a tout un ensemble d'options. Il y en a une seule qu'on n'a pas réussi à activer lorsqu'on est passé en strict, c'est le strict property initialization. C'est dans la déclaration des classes. Il se trouve que notre ORM Sequelize est basé sur de la déclaration où on étend des modèles. Et si on activait cette option-là, on était obligé de revoir complètement notre utilisation de Sequelize, donc on ne l'a pas fait directement. Deuxième pull request. Un mois après, en avril, les choses avancent plutôt bien. Cette PR, une fois qu'on active ces flags-là, globalement, on doit faire en sorte que l'ensemble des libs qu'on utilise ont leur type definition. Donc on va ajouter toutes les dépendances manquantes, par exemple Express,
n'embarque pas sa définition de type, vous êtes obligé d'utiliser @types_express, et vous faites ça pour l'ensemble des libs que vous allez avoir besoin d'utiliser. Ensuite, on va expliciter tous les types manquants. Donc, c'est une paire un petit peu plus grosse, on modifie plus de fichiers. Et on a aussi eu besoin de créer des définitions ad hoc pour des modules internes, qui sont des modules internes de Swile, qui avaient été publiés en JS, mais qui n'avaient pas leur type definition. Donc, on a dû créer des type definitions spécifiques pour des modules internes de Swile. Ensuite, se pose la question de la migration Mocha vers Jest. Au moment donné où on démarre, on a une personne dans l'équipe qui nous explique que Mocha avec Jest, Mocha avec TypeScript, ça n'avait pas forcément bien marché, et Jest a l'avantage de proposer beaucoup plus d'options pour intégrer Jest, notamment avec TS-Jest, où il est capable de faire de la transpilation à la volée, c'est-à-dire que vous écrivez votre code, lui, il est capable d'interpréter le TypeScript nativement, vous n'avez pas besoin de transpiler vos tests avant de les runner. C'est plutôt... en plus, Jest a l'avantage d'être un peu plus maintenu, plus moderne, la partie mock est intéressante. Donc on y a vu pas mal d'avantages. Le problème de ça, c'est que ça a été un gros chantier de migrer complètement les tests avec une plus-value qui a été difficile à évaluer. Donc, le retour d'expérience qu'on peut vous faire là-dessus, c'est, et par la suite on a adopté une stratégie différente, on aurait plutôt dû ne pas intégrer cette réflexion-là dans notre migration de TypeScript, mais nous, on a fini par le faire, et c'est vrai que Jest fonctionne plutôt bien. Vient enfin la partie migration des sources sur ce projet. Alors, 2 challenges. Le premier, c'est la partie conversion CommonJS vers ESM. En gros, c'est remplacer tous les requires, tous les modules export en ESM. Il y a des outils qui peuvent vous aider à faire ça assez simplement, qui s'appellent des code mods, qui sont des outils de refactoring qui ne sont pas basés sur du texte, mais qui sont basés sur de l'AST, donc un peu comme des plugins Babel. Une fois qu'on migre ça, on va devoir updater notre code ESLint pour faire en sorte qu'il soit en mesure de supporter le TypeScript. Puisqu'on ne peut pas se baser uniquement sur les règles ESLint, il faut que ESLint soit capable lui-même de parser les sources qui sont écrites en TypeScript. Donc on modifie notre conf ESLint. Et enfin, on convertit toute la JSDoc qu'on a produite, tous les types, en type TypeScript natif. Là, on est sur une plus grosse PR, 160 changements à relire. Ça a été un peu plus compliqué, on modifie quasiment tout. On l'a fait en peer review, il y a pas mal de monde qui est intervenu dessus, mais vous voyez ici en termes de date, on est sur septembre. Ça a pris plus de temps, sachant qu'il faut savoir, c'est un point que je n'ai pas abordé, globalement, à côté de ça, donc nous, on a réussi à motiver notre manager pour qu'il nous suive là-dessus, mais on a bien sûr du run à gérer, d'autres features à sortir, d'autres projets sur lesquels intervenir. Donc on fait ça un petit peu en pointillé. On avait décidé de continuer d'investir dans les features, bien sûr. Côté produit, on ne pouvait pas dire on freeze pendant 3 semaines et on fait que ça. Donc une fois que les sources sont migrées, on a un projet qui est complètement en TypeScript. Se pose la question de comment on déploie ça en prod. Est-ce qu'on build ou est-ce qu'on fait de la compilation on the fly ? Alors, la réflexion qu'on a amenée, c'est la suivante. Transpiler du code, c'est quelque chose qui peut être lent. TypeScript est écrit en JS et Babel aussi. C'est pas forcément les outils les plus performants pour faire ça. Et globalement, on a, en termes de développeur expérience, on rajoute une step importante qui est que on va devoir transpiler notre code pour ensuite le runner et aussi exécuter nos tests. L'idée, c'était que nos tests, ce qu'on ne souhaitait pas, c'était que notre test runner exécute des tests sur des fichiers qui ne soient pas les fichiers qui soient runnés en prod. Quand vous transpilez votre code avec TSC, Babel et équivalent, vous allez avoir un dossier dist. Et nous, ce qu'on voulait, c'était que nos tests soient runnés sur les sources ou sur le dist, mais sur exactement la même codebase qui partait en prod. L'autre question, c'était le type checking. Est-ce que le type checking, maintenant que notre base de code elle est écrite, est-ce qu'on le fait au moment donné où les sources se lancent, ou est-ce que ça peut être fait à part du déploiement ? Et l'autre chose aussi, c'est que maintenant, il existe, depuis quelques années, un renouveau de tout le tooling JavaScript autour de langages différents, de technologies différentes qui ne sont pas en JS. Globalement, le succès de Babel, c'est un outil en JS pour transpiler du JS. Il y a énormément de plugins, ça fonctionne très bien, mais c'est limité par les performances du JS lui-même.
Et donc, depuis quelques années, arrive un renouveau du tooling, et notamment avec plusieurs outils qui sont respectifs, qui peuvent être écrits en Go, en Rust, et qui proposent des performances plus intéressantes. Et globalement, tout ça, c'est un équilibre à trouver de notre point de vue entre l'expérience de développement, le temps de build et les performances. Du coup, on regarde ce qui se fait dans l'écosystème et on va vous parler un peu de ESBuild. ESBuild, c'est quoi? Donc c'est un transpilateur qui est capable de prendre votre code TypeScript, de le transformer en JS de manière extrêmement rapide. Là, donc je vais vous montrer une vidéo qui vient donc, du coup, du site officiel de ESBuild. Si ça va bien se charger. Ok. Donc là, vous voyez ici un benchmark qui a été fait. L'idée, c'est de bundler 10 copies d'une lib qui s'appelle Tree.js, qui fait du rendu, et de prendre de ces 10 copies, les transpiler et les bundler. Enfin, les bundler en l'occurrence parce qu'elles ne sont pas en TypeScript. ESBuild fait ça en 330 millisecondes, là où les autres solutions du marché, écrites en JS, le font plutôt en 30, voire 40. Ça veut dire, et on parle ici de 10 copies de Tree.js qui comprend énormément de lignes de code. C'est quelque chose qui est coûteux. Donc, ESBuild, en termes de performance, c'est vraiment un outil qui est super puissant et qui, du coup, maintenant est intégré dans beaucoup de nouveaux outils, notamment Vite, si vous en avez entendu parler. Et ça va vraiment débloquer un certain nombre de use cases qu'on ne pouvait pas forcément envisager avant si on avait les performances en tête. Comment on intègre ESBuild dans notre stack? ESBuild, en fait, ça se déploie avec un paquet NPM. Donc, on installe ESBuild et ESBuild Register, qui va permettre, du coup, d'outiller Node pour faire en sorte qu'il soit en mesure de require, d'interpréter du JS ou du TypeScript. Pour faire ça, on alias Node, donc on crée un alias, et au lieu d'exécuter Node et de lui passer un fichier, on fait node-require ESBuild Register, et à partir du moment où on a intégré ce require script, votre node est capable de require et d'exécuter du TypeScript. En fait, il fait une transpilation à la volée, et en se basant sur ESBuild, qui est extrêmement performant pour faire les transpilations, on verra par la suite le coût que ça peut avoir. Ce qui est important, c'est que ESBuild ne fait pas de type checking à la volée. Lui, il est juste capable de comprendre du code TypeScript, de stripper toute la syntaxe qui est propre à TypeScript, et d'en sortir un fichier JS en sortie. Il est aussi capable de faire la conversion de modules, passer de SM à CommonJS. C'est intéressant quand on a une base de code qui est un mix entre de l'ESM et du CommonJS. Donc c'est ce que je dis, ça gère bien l'interopérabilité. Vous écrivez votre code ESM et votre node, vous n'avez pas besoin de le configurer en ESM pour qu'il fonctionne, il le convertit en CommonJS. C'est en utilisant du coup cet alias, le require script, on a une approche qui se rapproche, on a une stratégie qui s'approche beaucoup de Deno. Je ne sais pas si vous connaissez Deno. Deno, c'est un outil qui a été créé par il y a quelques années par le fondateur de Node. Il a fait un talk à Dot.js. Il a dit, je crois que c'est Dot.js, il a dit voilà les 10 choses que je regrette sur Node. Donc parmi les choses qu'il regrette, il y a notamment l'histoire des Node modules, le fait qu'il n'y ait pas les promises intégrés directement dans l'API de Node. Il y a tout un ensemble de choses. Et il termine son talk en disant moi voilà, j'ai bossé dans mon coin et voilà une nouvelle version. Si je devais refaire Node maintenant, qu'est-ce que je ferais? Et il présente Dino. Node, Dino, il y a un lien. Et donc du coup, l'approche de Deno, c'est vous avez une CLI, donc comme Node, sauf qu'il est capable d'interpréter du TypeScript avec deux possibilités, soit le type checking intégré dans Deno, soit le pas de type checking. Et dans les versions récentes de Deno, ils ont plutôt eu l'approche de désactiver le type checking, de ne pas le faire au runtime, de considérer que c'est fait dans votre process de build. Donc vous type checkez, mais vos sources sont toujours du TypeScript. Là, vous devez vous poser la question, mais c'est quoi le coût d'intégrer un outil comme ESBuild Register? Alors, on a fait des benches, notamment de savoir c'était quoi le coût au démarrage de l'application. Les coûts au runtime sont plutôt négligeables, mais on a quand même un coût qui est au démarrage, puisqu'en fait, il y a bien une opération qui va être faite de transformer notre TypeScript en JS à la volée. Donc pour ça, on a utilisé un outil qui est plutôt pas mal pour faire du bench, qui s'appelle Hyperfine.
vous lui passez un nombre d'itérations, des commandes, il les exécute et il vous fait un bench assez clair. Donc on a comparé ESBuild et TSNode. TSNode, c'est la même chose que c'est capable d'outiller votre node pour qu'il puisse interpréter du TypeScript. Et il y a l'option transpile only où il ne s'occupe pas de type checker, il va juste rendre votre node capable d'interpréter la syntaxe TS. Globalement, l'overhead au démarrage sur la partie ESBuild, donc là on a 190 millisecondes en moyenne d'exécution du script contre 335 pour TSNode, donc ESBuild est quand même plus intéressant. On n'est pas sur le niveau aussi impressionnant qui a été montré dans le benchmark, parce que là globalement, il y avait, dans le benchmark qu'on a fait, il y a beaucoup moins de lignes de code que dans Three.js. Et quand on compare Node tout seul avec, donc là, ce script-là, on fait la transpilation à froid et on compare avec une transpilation à la volée. Donc, globalement, l'overhead, il est au démarrage de 120 millisecondes. Et donc, la question qu'on s'est posée, est-ce que c'était acceptable pour nous? On en a discuté collectivement, les tests et les benches qu'on a fait font que les trade-offs de cette solution, ils sont acceptables pour nos use cases. C'est pas forcément acceptable pour tout le monde. Vous avez peut-être des use cases où vous souhaitez ne pas avoir cet overhead-là. Globalement, pour notre cas d'usage, c'était considéré comme étant acceptable et l'expérience de développement qui était qu'on n'avait pas à se préoccuper du build, que nos sources étaient à la fois ce qui était runné directement dans nos tests et ce qui était runné directement via la transpilation à la volée. C'est un trade-off acceptable et l'expérience de développement était vraiment cool. Globalement, c'est une histoire qui nous a, sur ce projet-là, qui nous a accompagnés pendant 6 mois. Ça a démarré le 12 mars 2021 et ça s'est terminé le 20 septembre avec une réécriture complète. Et globalement, on voit bien que ça a été, on a eu des étapes un peu importantes, beaucoup d'énergie investie au début. Un sujet important, la migration de JS, qui nous a un peu ralenti parce que on a dû réécrire énormément d'une partie du code avec une nouvelle API. C'était pas juste des changements de syntaxe. Et enfin, la migration finale. Petit disclaimer sur les limitations de Check.js. C'est pas parfait. Il y a des problèmes que vous pouvez rencontrer. JSDoc est extrêmement verbeux. On a l'avantage de TypeScript, de l'approche directement intégrée dans le langage, c'est expressif. Dès que vous allez avoir beaucoup de JSDoc, vous allez avoir des fonctions avec une en-tête énorme et ça peut être assez... Ça peut polluer quand même votre code un peu par rapport à une syntaxe qui est directement intégrée dans le langage. Le support des génériques dans la JSDoc est pas exceptionnel. Il y a des choses qu'on n'a pas pu faire. Vous devez passer par des fichiers, par des DTS à côté si vous voulez vraiment exprimer toute la puissance de TypeScript. Autre point qu'on a identifié, c'est que c'est lié à Check.js, mais alors c'est un peu, faut préciser, c'est lié à l'utilisation de CommonJS. Donc CommonJS, qui est l'API de Node pour faire des requires et faire des exports. Globalement, c'est vous construisez un objet, vous considérez que votre module il exporte ou il écrit dans un objet export, et par nature de cette API, c'est quelque chose qui est dynamique. Et dans certains cas, TypeScript a du mal à construire et à inférer complètement le type que vous voulez exporter. Ce qui fait que lorsqu'on a converti toute notre base de code de CommonJS à ESM, malgré qu'on avait les checks de compilation stricts au maximum, on a quand même retrouvé des erreurs. Et c'est lié au fait que CommonJS est une API plutôt orientée runtime, là où ESM est une syntaxe statique, qui est beaucoup plus simple à analyser pour TypeScript. Pour Check.js se pose aussi la question, quelle stratégie on adopte? Est-ce qu'on fait plutôt une liste blanche ou une liste noire? TS-check, on fonctionne en liste blanche, il va falloir flaguer les fichiers qu'on souhaite tester. TS-no-check, c'est l'inverse, on va venir flaguer les fichiers qu'on ne veut pas. Et ça, c'est une balance à trouver, un équilibre à trouver dans votre codebase. On a eu 2 approches différentes et on partira d'une autre approche par la suite. Voilà, en résumé, comment ça s'est passé. Mars 2021, une codebase quasiment écrite 100% en JavaScript. À la fin du refacto de Mocha vers Jest, c'est l'étape du milieu. Donc on voit bien qu'il y avait une grosse partie de la codebase, c'était des tests. On avait 63% de nos tests qui étaient en JS. Et en septembre 2021, on finit par tout réécrire. Maintenant, je vais vous parler d'un autre projet, donc le projet du loop. Le projet du loop, c'est un projet qui est hautement critique, puisqu'en fait, à chaque fois qu'il y a une transaction carte sur ce projet, on
on appelle cette API-là, et si ça ne fonctionne pas, on a une dégradation énorme de l'expérience utilisateur, puisque globalement, les paiements ne fonctionnent pas. C'est une codebase qui avait environ 2 ans, et à peu près 54 000 lignes de code. On a une approche qui est un petit peu différente là-dessus. Le projet étant critique et on investit, on a assez peu de nouvelles features dessus. On commence par une approche un peu différente. On va ajouter TypeScript et on va par défaut ignorer tous les fichiers. On va venir activer seulement le type checking sur des éléments de logique business sur lesquels on souhaite avoir une type safety un peu plus forte. On utilise la JSDoc sur les actions, les modèles et les contrôleurs, qui sont les parties critiques de l'application. Et pour l'instant, on décide de s'arrêter là. Pourquoi ? Parce que le projet est pas forcément très... comme je dis, on n'a pas beaucoup de contributions dessus, et on va peut-être voir par la suite comment est-ce qu'on pourrait revenir dessus. Mais on s'arrête là-dessus. Maintenant, je vais vous parler de la partie Affiliation Project. C'est une criticité importante, puisqu'en fait, c'est la brique qui s'occupe de la facturation. Alors, si ça ne marche pas, ce n'est pas forcément les utilisateurs qui ne sont pas contents, ce sont les sales. Et entre un sales pas content et un utilisateur pas content, je vous laisse savoir c'est quoi le pire. C'est une codebase qui a 3 ans et qui a la particularité d'avoir été écrite par des développeurs JavaScript qui avaient une forte appétence Ruby. Donc avec des patterns de code relativement fonctionnels, une utilisation très très dynamique du JavaScript. Et on va voir pourquoi c'est important pour la suite. Donc, en termes de volumétrie de code, on est sur le plus gros projet, 90 000 lignes, incluant les sources et les tests. Comment migrer ce projet-là ? Alors, toujours pareil, là on se dit, ok, on est confiant, le projet, on a quand même pas mal de contributions dessus, on va plutôt essayer de checker tout le JS. On se pose la question, vu que c'est une grosse base de code, est-ce qu'on type check dans la CI, est-ce qu'on rend ça bloquant ? Et on se dit, ok, on va avoir une approche plutôt bon samaritain. À chaque fois qu'on fait une PR, on va essayer d'améliorer la type safety sur chacune de ces parties-là. Bien sûr, de la JSDoc sur les actions, les modèles et les contrôleurs. Et on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va migrer les sources. Ça, c'est avec une base de code aussi plus importante, se pose cette question-là. Donc, pareil, on ajoute notre toolchain, on reprend exactement la même configuration que sur le projet précédent. On se dit, ok, ça a bien marché sur le premier projet, on va reproduire les mêmes étapes. Ok, on commence à mettre la JSDoc minimaliste et on se dit on va activer TypeScript sur la CI. Et là, le simple fait d'activer la JSDoc, on se retrouve à 545 erreurs. Alors 545 erreurs juste pour une PR qui ajoute du tooling, tout corriger, ça aurait été une PR qui aurait été impossible à relire. Donc on décide de ne pas mettre TypeScript en bloquant. Donc on fait quand même la contribution qui consiste à activer la toolchain, mais on se dit ok, il y a des erreurs, on les corrigera de manière incrémentale par la suite. Par acquis de conscience, on active les flags de check strict pour voir ce que ça donne. Et là, 2596 erreurs, on se dit ok, comment on va faire ? On voit bien que on ne va pas du tout sur la même direction. Et là se pose la question, les devs de l'équipe ils disent c'est bien sympa TypeScript, mais ça va être une horreur à migrer, comment on fait ? Surtout qu'une fois qu'on a fait ça, on a un projet qui est migré en TypeScript avec les avantages de TypeScript, c'est-à-dire que les développeurs ils ont une DX qui est intéressante, ils ont le refactoring, ils ont une expérience, ils ont commencé à y prendre goût. C'est un syndrome de Stockholm peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit bien que dans les rétros et dans les feedbacks qu'on prend de l'équipe, il y a de la frustration. Ah oui, je vais devoir intervenir sur ce projet-là. Ouais, on sent que ça commence à poser des problèmes. Donc là, se pose la question, comment est-ce qu'on peut aider les développeurs de notre équipe à être focus quand même sur ce sujet, même si ça a l'air douloureux. Se pose alors la question de nous outiller. L'idée qu'on a, c'est d'intégrer la migration de TypeScript comme objectif de notre process de review. Féliciter en fait, ce qu'on faisait un peu, les personnes qui étaient moteurs sur ce sujet, c'est quand il y a une PR qui est proposée, dire « Ah là, attention, t'as pas fait gaffe à ce type-là. C'est cool, bravo, t'as fait un effort et tout, c'est intéressant. » Et aussi, quand un développeur introduit dans cette base de code-là un problème ou fait une utilisation de TypeScript qui n'est pas bonne, lui dire « Attention, t'as fait une erreur,
Est-ce que tu peux revenir dessus? Le problème qu'on a avec ça, c'est qu'on utilise GitHub. Je pense que c'est la même chose avec GitLab. C'est très orienté syntaxe et comparaison. C'est assez difficile. Il n'y a pas d'outil directement intégré pour dire ah, entre ta partie gauche et ta partie droite, il y a une erreur que tu as introduite. Et surtout, aussi un point important, c'est que ce chantier de migration ne doit pas dépendre de la motivation du reviewer. Certaines personnes étant très motivées pour pousser ce sujet-là, d'autres personnes un peu moins. Et quand on ne veut pas dépendre des humains, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des robots. Et donc là, on a introduit un outil dans la stack qu'on a appelé le TypeScript Migration Companion. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un outillage basé sur les GitHub Actions, qui est trigger à chaque push, qui va comparer donc du coup la sortie TypeScript de la branche master avec la sortie TypeScript de la PR, qui va être capable de faire un diff et de proposer un commentaire de PR de qualité qui va permettre aux développeurs de dire attention, là tu as introduit une erreur. Donc on pourra regarder si ça vous intéresse à la fin le code source, mais globalement c'est quelque chose d'assez simple. On se met sur la branche master, on génère la commande TSC, on met ça dans un fichier, on se met sur la branche PR, on fait la même chose, et on a un algo de diff qui prend ces deux fichiers-là, qui est capable d'en sortir une comparaison en Markdown qui va pouvoir être publiée sur la PR. Donc par contre, cet outil, il n'existe pas en open source, on l'a développé en interne. Globalement, ça permet de faire quoi? Ça permet de faire ce type de commentaire dans une PR. Donc vous voyez ici, TypeScript Migration Companion, il vous dit globalement quel est le niveau d'erreur total sur la branche master, sur la branche PR. Il félicite le développeur en disant c'est cool, tu as réussi à résoudre toutes les erreurs de ce fichier-là, bravo, tu as réussi à réduire le nombre d'erreurs sur cette liste de fichiers en disant la progression qui a été faite. Et quand le développeur introduit une nouvelle erreur, on lui dit attention, là tu as augmenté le nombre d'erreurs de TypeScript, fais attention. Et sur la partie nombre d'erreurs qui est augmentée, on a introduit un système, donc c'est du Markdown, un petit peu avancé, qui permet du coup pour chacun des fichiers d'avoir un tableau dessous qui te dit voilà, tu as le chemin du fichier, tu as la ligne, et voilà l'erreur TypeScript qui était associée. Le retour qu'on a sur l'outil TypeScript Migration Companion, ça nous a permis quand même de réduire d'un tiers le nombre d'erreurs en 3 mois, enfin en 2 mois, pardon, là où avant le sujet avait beaucoup de mal à avancer, et ça permet globalement quand tu es développeur, donc l'avantage c'est que c'est au push, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de démarrer un process de peer review pour avoir le feedback, là on l'a directement dès que le développeur il push sur la PR, il est notifié via un bot Slack qui dit le PR bot TypeScript Migration Companion, il t'a fait une review, et le développeur il peut bosser là-dessus. L'outil fonctionne aussi en CLI local, mais on n'a pas. Idéalement, il aurait fallu l'intégrer dans VS Code pour que ce soit avancé, mais globalement, l'avoir dans le process de peer review était quelque chose d'intéressant. Cet outil-là, on l'a incubé dans la tribe Affiliates, et maintenant, il commence à être déployé sur d'autres projets chez Swile qui entreprennent un chantier de migration TypeScript. Sur ce projet-là, on a rencontré d'autres problèmes, notamment des problèmes qui sont liés à l'ORM qu'on utilise. Si vous avez regardé la présentation d'hier sur Nest.js, ça parlait de Sequelize. Sequelize, on l'utilise, et il a un support de TypeScript qui est on va dire assez mauvais, dans le sens où pour lui, quand vous récupérez un élément de votre ORM, vous récupérez toujours toutes les colonnes. Il n'est pas capable de dire, il ne supporte pas les fonctions, il ne supporte pas le renommage, il ne supporte pas le pic d'attributs. Donc ça nécessite de faire pas mal de plomberie pour que notre couche qui sort de l'ORM soit correctement typée. Autre problème qu'on a pu avoir, qui vient aussi du fait qu'on avait beaucoup de patterns fonctionnels intégrés dans l'application en utilisant la libre Ramda, qui est un utilitaire fonctionnel, et certaines approches fonctionnelles, notamment le compose. Alors, le compose, c'est vous prenez une fonction, vous allez pouvoir stacker des fonctions de mapping par exemple, sauf qu'il y a le cas pipe où elles sont appelées dans l'ordre et le cas compose où elles sont appelées dans l'ordre inverse, et ce genre de pattern, TypeScript a énormément de mal à le typer correctement. Donc l'utilisation de Ramda a apporté pas mal de friction pour que ce soit typé correctement, sachant que je ne dis pas que Ramda ne fonctionne pas bien avec TypeScript, je dis juste que quand on doit migrer du Ramda qui n'a pas été écrit avec TypeScript
en première écriture, c'est assez difficile. On a aussi découvert, enfin on s'est rencontré un problème qui vous avez peut-être déjà rencontré aussi, c'est que certaines librairies de typing ne sont pas à jour. Des fois, alors je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement de @types, c'est un énorme monorepo qui s'appelle Definitely Typed, qui est gigantesque et qui pousse les limites de GitHub, de l'interface GitHub dans ces retranchements. Il y a plus de 40 000 ou 50 000 dossiers dans ce repo. Et en fait, c'est automatisé par des robots, donc vous pouvez faire des contributions pour améliorer le typing. Et quand le développeur d'une lib ne maintient pas le typing, des fois on a des montées de version, on a des désynchros entre le typing d'une lib et le runtime. Ça peut poser problème. On se retrouve aussi à devoir patcher certaines libs. Et un truc tout bête, dans le système de résolution des nodes modules, vous pouvez avoir une lib A qui dépend d'une lib B dans une version 1 et une lib C qui dépend de la même lib dans une autre version. Ça, c'est autorisé par node, notamment via le système de résolution des nodes modules qui peuvent être mis aux différents endroits. Ça, en TypeScript, enfin, pour la partie résolution du typing, ça ne fonctionne pas. Les types, ils sont au niveau le plus haut et des fois, vous pouvez avoir des problèmes là-dessus. La question du coup, en conclusion qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on doit investir sur une migration TypeScript? La réponse est clairement oui. C'est quelque chose qui a été coûteux, qui nous a pris du temps, qui nous a pris de l'énergie, mais globalement, le retour d'expérience là-dessus, c'est que c'est très positif de la part des développeurs. Je leur ai demandé de faire des contributions là-dessus, je les mettrai à la fin. Si on doit résumer la stratégie de migration sur les 3 projets, sur la partie cashback, donc on a dit d'abord de la JSDoc, le strict typing, puis une réécriture complète. Sur la partie affiliates, le type checking de toute la codebase, donc avec potentiellement plein d'erreurs, mais un outillage interne qui nous permet de suivre ce topic-là. Et déjà donc pas de check de CI obligatoire. Et via ESBuild, on va on a commencé déjà à introduire du TypeScript, enfin à mixer du TypeScript et du JavaScript dans la codebase, puisque maintenant on sait que le retour d'expérience sur le projet Cashback font qu'on peut utiliser ESBuild pour runner directement la partie JS et TS. Donc Affiliates, on va commencer à réécrire des fichiers en TypeScript alors qu'on n'a pas corrigé toutes les erreurs. Et enfin sur le loop, de par sa criticité pour l'instant, on se limite à un type checking d'un certain nombre de fichiers. Et pour la partie mix JavaScript et TypeScript, on n'est pas encore sûr, étant donné on va avoir besoin de bencher beaucoup plus le runtime pour savoir si ça fonctionne. Pourquoi en fait, les contraintes de cette brique-là sont assez importantes en termes de perf. Quand vous faites un paiement bancaire, vous avez plein de timeout à des niveaux du réseau bancaire, et si vous mettez un certain temps pour répondre, le réseau bancaire vous dit non, vous avez mis plus de 300 millisecondes, c'est mort. Et donc on est dans une architecture microservice où le loop n'est qu'une des briques qui sert à faire la demande d'éligibilité des paiements. On est très vigilant sur les performances runtime de cette partie-là. Donc on verra par la suite si on va jusqu'à intégrer ESBuild là-dedans, ce sera peut-être l'objet d'un autre talk. Donc, en conclusion, est-ce que c'était un succès globalement chez Swile? Oui, TypeScript maintenant c'est le nouveau langage par défaut pour tous les projets Node. Donc pour tous les nouveaux projets c'est facile, on démarre en Node. Et pour la partie migration, on continue à investir, notamment avec de l'outillage comme le TypeScript Migration Companion et des formations internes, de l'aide entre les équipes. Voilà, merci à tous, j'ai mis des questions, et si vous voulez voir des développeurs heureux, j'ai demandé à des développeurs de mon équipe de mettre ça sur leur Slack. Enfin, vraiment l'idée c'était de pousser ça. Je vais vous partager, c'est que globalement les plus réticents, je les ai mis ici, c'était des personnes qui n'étaient pas convaincues au début ou qui n'avaient pas fait de TypeScript, ou dans des cas seulement personnels. Et ils ont un peu ce côté, quand on y a goûté, revenir sur des bases de code qui ne sont pas écrites en TypeScript, c'est assez problématique. Et je les remercie d'avoir pu de m'avoir aidé à accompagner ce projet. C'était vraiment une aventure collective qui n'est pas terminée, mais voilà, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et si je ne peux que vous inviter à investir sur ce genre de chantier, ça rend les développeurs heureux. Un développeur heureux, c'est un développeur qui reste dans l'entreprise. Voilà, merci à tous.
D'abord, merci pour le talk, c'était vraiment très intéressant. Je voudrais revenir sur l'aspect migration Mocha vers Jest. J'ai pas compris exactement quelle était la raison, si c'était technique ou bien s'il y avait des avantages réels qui justifiaient cette migration. Oui, j'essaie de retrouver la slide. Alors justement, c'était ce dont je parlais. On n'était pas sûr de... en fait, ça vient à la base d'un développeur qui avait plutôt une mauvaise expérience dans l'équipe sur un projet précédent. Et en fait, l'idée de Jest, c'est qu'on peut utiliser un outil qui s'appelle TS-Jest, qui fait qu'on a juste à runner Jest est outillé en interne pour interpréter le code TypeScript, alors qu'avec Mocha, il aurait fallu du coup, alors c'est ce qu'on a fait maintenant sur d'autres projets, on utilise ESBuild qui lance Mocha, qui transpile à la volée. Et donc ça fonctionne bien. Mais à l'époque, on n'avait pas encore ce retour d'expérience, mais il n'y a pas de problème d'utiliser Mocha avec TypeScript, ça fonctionne bien. Il faut juste que, que le test runner soit capable d'interpréter TypeScript. Ouais, pour mes projets perso, j'utilise TS Node, ça marche bien. Bonjour, merci, c'était vraiment super. 3 questions d'un coup, si c'est possible. De ton ressenti, quelle est la part de temps que tu as passé à lutter contre les erreurs TypeScript sans que ça apporte rien à la qualité au final, et la part de temps où vraiment, grâce à ce travail-là, tu découvres plein de bugs dans ton code, et enfin, est-ce que tu as un petit ressenti là-dessus à nous dire ? Alors, j'ai 2 retours sur les 2 projets différents. Sur le premier projet où c'était globalement de l'Express classique, ça s'est fait assez vite et là où on s'est rendu compte de certains cas, c'était potentiellement des mappers qui n'étaient pas bons et on a eu assez peu de cas où ça a vraiment la type safety a joué un rôle important au début. Ça a été plus le cas sur la partie le second projet, celui où qui est Affiliates, qui a une base plutôt fonctionnelle Ruby. Là, on s'est rendu compte de cas où on avait des fonctions inutilisées, vraiment c'est d'une nature très dynamique, donc avec des patterns fonctionnels, des appels de fonctions qui étaient mappés, avec de la curification et tout. Et en fait, quand on arrive sur une base de code comme ça, qui n'est pas du tout typée, c'est assez difficile à comprendre. Et ça nous a permis d'entamer notamment des refactos plus sereinement. Donc on l'a vu, et des cas où ça nous a permis de trouver des bugs, on l'a eu sur la partie ORM, où en typant strictement l'ORM, on s'est rendu compte que ça faisait appel à des propriétés qui n'existaient plus, mais qui n'étaient juste pas lues en fait, et qui n'étaient pas testées. Donc on a pu détecter ce genre de choses, mais ça n'a pas permis de résoudre des bugs de prod, c'était plutôt des mésusages qu'on avait. Ok. Sinon, à propos de ESLint TypeScript, qui peut faire des fixes automatiques sur toute la base de code. Vous êtes passé par cette étape-là? Tu sais s'il y a beaucoup de choses qui pouvaient être résolues automatiquement ou vous n'êtes pas spécialement passé par cette étape-là et tu n'as pas d'avis là-dessus? Alors c'est une question qu'on se pose là à partir du moment où on va mixer la code base. En fait, vu qu'on était resté en JS, on était resté sur une conf ESLint basique et dans la conf ESLint basique, il ne te propose pas de fixe sur la JSDoc. Et même le TypeScript ESLint ne fonctionne pas très bien à te proposer des fixes directement dans la JSDoc. Il fonctionne bien pour les fixes directement intégrés au langage. Donc le mix intermédiaire ne marche pas forcément très bien. Mais là où c'est justement un avantage de TypeScript ESLint et d'avoir la code base complète, c'est que tu bénéficies de tout système de fixe. Et il y a des plugins ESLint très, très avancés sur contraindre encore plus TypeScript sur certains usages. Donc c'est surtout à travers la JSDoc que c'est pas tip-top efficace, mais pour le ça reste, fonctionne, hein, ça permet d'avoir une intégration, de démarrer simplement et tout. Et en termes d'adoption auprès de l'équipe, ça fonctionne bien. Vous gardez votre JS, regardez les avantages que vous avez. Là, par exemple, t'as pas décrit ce paramètre-là, l'autodocumentation. Et après, quand dans l'esprit du développeur, il a compris que le type checking apportait quelque chose, on peut avancer par la suite sur aller plus loin dans la migration TypeScript. Ok, toute dernière question, désolé. J'entendais dans un podcast il n'y a pas longtemps quelqu'un qui recommandait de pas migrer les codes base, mais juste d'utiliser la partie TS check, mais de s'arrêter là.
juste comme ça, on a le meilleur des deux mondes, on a notre code JavaScript et en même temps on a le check des types et pourtant on passe pas par la partie compilation TypeScript, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette idée, toi qui es vraiment passé par ces étapes-là? Est-ce que tu penses que c'est viable ou vaut mieux aller jusqu'au bout justement? Voilà. Je pense que sur une base de code qui est assez simple, à partir du moment où c'est de l'ESM, là un des plus gros pain points, c'était le CommonJS. On s'est rendu compte qu'on pensait que c'était OK et en migrant en ESM, on avait quand même des erreurs. Donc je pense qu'une base de code ESM avec de la JSDoc sur des cas assez simples, ça match. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, alors je ne sais pas si c'est le cas de tous les IDE, mais si vous utilisez VS Code, les fonctionnalités de refactoring de VS Code sont des fonctionnalités de TypeScript. En fait, il utilise les capacités de TypeScript sur votre base de code JS. Donc, en fait, même si avec VS Code, une partie de l'outillage JS que vous avez est permis par TypeScript embarqué dans VS Code. Donc ça fonctionne bien. Après, un des problèmes que vous pouvez avoir, mais c'est assez rare, c'est que en fait, le code, vous ne pouvez pas le copier-coller directement dans le navigateur, vous ne pouvez pas le copier directement dans une console. Ça peut être problématique, faut le convertir, quoi. Alors que si vous avez un code JS avec de la JSDoc, ça reste un JS valide. Mais j'en ai pas parlé là, il existe une proposal au TC39 pour rendre la syntaxe des types valide en JS. Ça ferait rien. C'est-à-dire que ce serait du JS valide, mais qui ne serait pas type-checké. Et si ça passe, et que potentiellement ça pourrait résoudre une grosse partie du problème, ça permettrait de rendre syntaxiquement valide une grande partie du TypeScript et de résoudre ce problème-là. La proposal, elle s'appelle strict comment, il me semble. Merci Greg pour ce talk. Moi j'avais une autre question, tu en as un petit peu parlé là à l'instant. Est-ce qu'il y avait une vraie nécessité, est-ce que c'était un besoin de passer d'abord par la JSDoc avant de tout convertir, plutôt que de se dire on convertit tout d'abord en mode moins strict que moins strict, juste pour pas avoir de warning, d'erreur, que ça pète pas, mais au moins on n'a pas cette étape JSDoc qui, comme tu l'as dit, peut être des fois un petit peu pénible ou qui est un peu entre deux eaux, on peut pas tout faire avec. Enfin voilà. Est-ce qu'il y avait une vraie contrainte ou est-ce que c'était juste un choix parce qu'il fallait faire un choix? Alors c'est une question qui est intéressante dans le sens où je pense qu'on peut avoir l'approche que tu décris, on peut l'avoir, accepter d'avoir potentiellement plein d'erreurs, d'avoir un TypeScript qui ne type-check pas, mais d'utiliser des outils comme le TypeScript Migration Companion pour continuer ce chantier-là. Donc, si vous avez une couverture de test qui est bonne, votre application fonctionne, mais vous avez des erreurs de typing, vous pouvez tout convertir, activer les flags stricts et utiliser du tooling derrière pour traquer ces erreurs-là et continuer à faire de la rénovation et de l'amélioration de type. C'est quelque chose qui est possible. Mais il y a plein d'autres stratégies. On a une autre équipe chez Swile qui, elle, est passée sur le fait de renommer tous les fichiers d'abord de JS en TS et faire une adoption incrémentale. Dans cette équipe-là, ils étaient tous convaincus de TypeScript et c'était plutôt une question de moyens. Là où on a dû faire un peu de conduite du changement dans cette équipe-là, avec des personnes qui, au début, étaient un petit peu réfractaires et on a dû y aller de manière incrémentale. C'est une des raisons aussi de l'adoption de la JSDoc. Bonjour, merci pour le talk, c'est super instructif. Moi j'avais une question, alors c'est pas technique, j'ai compris que tu avais fait un gros lobbying, enfin toi puis d'autres au début, pour faire passer ça, pas que auprès des devs, mais aussi auprès des financiers, des PO et tout ça. Ça c'est vrai, j'ai des collègues qui m'envoient ce genre de trucs. Voilà. Du coup, j'ai bien compris qu'au niveau des devs, c'était super positif. Est-ce que tu as également constaté ou eu des retours de la part des gens que vous avez dû convaincre, qui sont cette fois-ci pas forcément directement techniques? Alors, c'est un point, je ne l'ai pas forcément écrit, mais on a eu la chance d'avoir un manager qui a été très à l'écoute et très moteur aussi de ce chantier-là. Donc ça a aidé à ce que l'équipe se sente en confiance sur cette partie-là et c'est remonté après au niveau global et en termes de choix de direction technique, ça a été appuyé. Maintenant, le choix de TypeScript est un choix par défaut et du coup, ça légitime aussi les équipes à entamer des chantiers de migration. Et pour compléter, est-ce que vous avez même jusqu'à des
des indicateurs de qualité, c'est peut-être un peu un gros mot, mais sur la qualité du produit ressenti par les clients, ou tu parlais des sales tout à l'heure qui peuvent être très fâchés quand ça marche pas. Est-ce que c'est remonté jusqu'à de la visibilité à ce niveau-là ou pas? Non. On en parle plutôt, nous, en interne, quand on communique avec les équipes sales en disant voilà les chantiers qu'on a migrés, et c'est de la communication, mais c'est pas, on n'a pas eu de satisfaction utilisateur en disant oh, dis donc, vous avez migré en TypeScript, l'application est beaucoup mieux. Dernière question. C'est bon. Oui, juste, tu parlais des difficultés avec l'ORM pour justement brancher tout. Est-ce que, de ton expérience, tu as un ORM qui serait plus facile à intégrer, à conseiller, peut-être Prisma? On a testé Prisma sur un nouveau projet qui a démarré. L'expérience de développement est vraiment top, ça génère le TypeScript à la volée. Le seul trade-off qu'on a trouvé, c'est pas un problème technique, c'est que ça a tendance à mettre le schéma de base de données au centre. Et en fait, on a plutôt tendance après à faire remonter ça dans des couches assez hautes et éviter un peu la séparation des concerns. Mais en termes de support TypeScript, Prisma, c'est mieux. Et donc la boîte qui fait Prisma fait des super bons meet-ups sur TypeScript aussi. Merci.